C'est désormais officiel, Sigaltern lance Siga Pharma, le premier e-liquide français pour cigarettes électroniques certifié Vapocontrol et basse température. Siga Pharma de Sigaltern garantit une sécurité maîtrisée grâce au procédé basse température et à son label Vapocontrol. Siga Pharma, disponible chez tous les buralistes agréés Sigaltern. Renseignements sur sigapharma.com. Vous écoutez RTL. Bonjour et bienvenue, et puis sachez que dans quelques instants, et vous allez être comme moi passionné, notre invitée d'honneur sera Isabelle Arnulf, docteur en médecine et en sciences, dont nos rêves constituent depuis des années le souci quotidien. Voici vos grosses têtes. C'est à cause de leur degré qu'ils préfèrent les escaliers à l'ascenseur. Oui. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Sa méfiance le pousse depuis toujours à utiliser deux signatures, une pour les autographes et l'autre pour les chèques. Bernard Mabille. Bonjour. Il sait par expérience que dans les patinoires, toutes les filles ne sont pas des glaçons. Philippe Candeloro. Elle n'a pas encore complètement compris que lorsque chez nous elle a posé une question, il ne faut pas dire tout de suite la réponse. Chantal là-dessus. Bonjour. Ses études de criminologie l'ont dissuadé d'assassiner son barbu, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, c'est la dernière nouvelle de ces technologies d'avant-garde. On peut, par texto aujourd'hui, envoyer des odeurs. Oh, alors, on pète dans le téléphone. Non, mais c'est... M'appelle pas, Jean-Jacques. Alors, attendez. Il faut quand même savoir que, pour l'instant, il n'y a que 32 odeurs disponibles. Alors, allons-y. Bon, non, je n'ai pas le détail. Oh, bah alors, Mais c'est pas chaussette sale. Il y a de grandes chances, et je crois moins de risques de penser qu'il s'agit moins d'odeurs physiologiques, parce que je sais que c'est à ça que vous pensez, Bien sûr. que de parfums, d'effluves agréables. Vous rentrez dans une boulangerie, vous envoyez une petite odeur. L'odeur de mie de pain. De pain au chocolat. Oh, ça pue, on sent bien que c'est le chimique quand tu passes devant les machins comme ça. Chez une fleuriste, t'as des odeurs de rose. Je vous rappelle qu'il y a eu déjà un cinéma odoriférant. Oui, c'était Jean-Yann et Jean-Pierre Rassam qui avaient fait ça. On devait gratter des pastilles. On grattait des oui. pastilles. Oui, je me rappelle ça. Ça s'appelait le système, c'était en odorama. En odorama. Voilà, c'est ça. Alors, simplement, bon, il y avait plusieurs pastilles parce qu'il y avait plusieurs odeurs. Il y avait 10 pastilles. C'était pas très probant, hein. Non. Non, mais il y avait la pastille saucisson à l'ail qui vous avait beaucoup fait Et rire. au cinéma, c'est plutôt ta voisine que t'as envie de gratter. Ça dépend. Ça dépend. Hein. Alors, qu'est-ce que vous enverriez comme... Parce que ça, on a trouvé une expression, comme toujours d'ailleurs, un phénomène nouveau, expression nouvelle. Qu'est-ce que vous enverriez à des gens que vous connaissez comme signaux aromatiques? Oh, une odeur de rose. Oui. Oui. C'est vrai que ça coûte moins Mais les cher que roses d'aller ne chez le sentent plus fleuriste. rien, Hein. Oui. Les Ah, si, roses. il y a des roses odoriférantes maintenant. Ah, ouais. Oui, depuis peu de temps. Ensuite, qu'est-ce que vous... Du lilas, c'est ma fleur préférée. Oh, c'est bien, le mais c'est lilas que... Ah, Du oui. muguet le 1er mai, ça évite d'acheter c'est le mignon. muguet. Mais le muguet, ça sent. Ah si, ça sent quelque chose. Ou alors ça sent le muguet. une fille que vous voulez pas emmener au restaurant parce que ça coûte trop cher, une bonne odeur de cassoulet, par exemple. Oh. Ah bah l'odeur du cassoulet, c'est Ou ce qui agréable. suit le cassoulet. C'est bien l'odeur de Bien sûr, cassoulet. évidemment. Ah, un qu'est-ce bon que vous cassoulet, voulez, c'est bon, ça, au mois d'août, avec Non, une mais bonne ça, andouillette c'est en ça. entrée. Oui. Bon, ça marchera pas, de toute façon. Vous balancez l'odeur, plateau de fruits de mer, pas très frais. Tiens, c'est Simone qui m'appelle. Oui. Vous voyez, Ah, tu fréquentes des gens bien. Hein. Ah, ouais, ouais. si tu veux. Il y a Ce des sont gens bien, qu'on a- mais qui généralement manquent d'hygiène. Hein. Totalement. Et Personne ça ne donne en- t'appelle quand il sent la savonnette un peu. Ah non. Ça donne envie de les connaître. Ah ben, de l'eau de Cologne, c'est quelque chose de simple. c'est Ah, mamie, alors hein. ça, c'est nouveau aussi. Alors ça, c'est peut-être pour Bernard Mabille. C'est un briquet
qui est destiné à culpabiliser les fumeurs et qui, chaque fois qu'on l'allume pour en griller une petite, affiche le nombre des cigarettes qu'on a déjà fumées depuis le matin. Ils peuvent pas nous foutre la paix un peu, déjà qu'on n'a plus le droit de fumer nulle part. Ils peuvent pas. Vous avez vu qu'à New York, on ne peut fumer nulle part dehors et qu'il faut avoir 21 ans pour acheter un paquet de cigarettes. C'est ce que veut faire Ségolène, paraît-il. On n'aura plus le droit de fumer dans les rues, ni dans les parcs, les arrêtez de nous jardins, emmerder, les ça. squares. Ah oui, celle-là aussi, tiens. Alors, il y a une autre application qui vient de naître. Alors, ça aussi, c'est nouveau. Alors, un petit supplément, mais ça vaut le coup. Une application pour savoir à quelle vedette vous ressemblez. Moi, c'est vite fait. Hein. Avec ma gueule, aucun n'a été vedette. Alors là... C'est vrai, ça, on n'a pas le bol, hein. T'as un côté Gabin, toi, peut-être un peu, cheveux plus courts, non? Oh, bah les dons, alors non, Gabin, il était excitant. Gabin était plus grand, hein. Ouais. Ah oui, non, mais je sais pas, il y a un petit côté... C'est plutôt un compliment, d'ailleurs. Enfin, Gabin n'a jamais eu cette chevelure-là, cette belle chevelure... Non. Parce qu'il s'est pas laissé... Non, lui ressemble à un Beatles, comment il s'appelle? Ah oui, John Lennon. John mais Lennon. Je lui ressemblais il y a longtemps. Tu ressemblais à John Lennon. Si tu ressembles à John Lennon aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas terrible. Là, en ce moment, je ressemble à John Lennon mort. On va te mettre dans une classe de sciences. C'est son côté mystique, John Lennon. Oui, elle est bien celle-là. Et vous, à qui vous ressemblez, Chantal? À Sharon Stone. Ah, il y a de la buée sur l'écran. Et vous, c'est changer les simplet. lunettes, Et alors. vous, c'est simplet dans Blanche-Neige. Non, alors moi, on m'avait trouvé une ressemblance il y a très longtemps. Et puis bon, il est mort il y a quelques mois d'ailleurs, avec Mickey Rooney. Oui, avec Mickey Rooney. Oui, mais c'est pas faux à cause des yeux bleus. Non, pour la queue du Mickey, c'est connu. Et puis les crèmes solaires qui, cet été, auront la particularité, si on les choisit bien, de pouvoir être bu. C'est-à-dire que pour bronzer, pour bronzer de l'intérieur. Non, mais on peut lécher sa voisine. Et ben voilà. Mais vous savez que l'homme des cavernes, il léchait le visage de ses copains parce que ça lui donnait du sel. Voilà. Et puis ça lui permettait de se débarbouiller. Ben voilà. Hein, un peu comme les chats. Mais les chats se tu débarbouillent vas pas eux-mêmes. boire Là, de tu l'huile pourras solaire. débarbouiller sans gants de toilette ta voisine. Parce qu'elle sentira bon le pisse-buine. Le pisse-buine. Ça fait jeune, ça, pisse-buine. Pisse-buine, oui. Qu'est-ce que c'est? Pisse-buine, c'était la marque de l'ambre solaire dans les années 60. Non, mais attends, si t'avales, si tu bois de l'huile solaire, les toilettes, ça fera cabine à UV, quoi. Hein, mais c'est idiot, ça, mais c'est idiot. Mais non, c'est pas idiot. Mais non. Puisque c'est nouveau, ça fait parler. Et il y a des gens que ça va tenter. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevette. Le coup de sang de Jean-Jacques Perroni. Un coup de sang. C'est bien mieux que Philippe Chevalier. Voilà. Eh bien, aujourd'hui... Tu permets, je travaille. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner lecture de quelques lettres extraites du courrier des auditeurs. Adjudant de carrière à la retraite depuis 50 ans. J'ai fait l'Indochine, l'Algérie et le Larzac. Alors permettez-moi de vous dire que j'en ai plus que ras les couilles d'entendre votre équipe de trous du cul se vanter de ne pas avoir fait leur service militaire. Attendez un peu que Poutine nous tombe sur le rable et vous ferez moins les barrioles, bande de lopettes. Je ne vous salue pas. Un autre. Monsieur le directeur de RTL, comment se fait-il que depuis quelque temps, dans les grosses têtes, il y ait de moins en moins de cul? Ça ne va pas du tout. Si ça continue, je vais passer sur Radio Notre-Dame. Et c'est signé un croyant qui ne déteste pas la rigolade. Monsieur Bouvard, je vous y écris parce que vous faites des miracles. Imaginez-vous que l'autre jour, en vous écoutant, j'épluchais des patates sur la table de la cuisine. À côté de moi, mon mari lisait son journal en buvant du vin. Ça faisait 20 ans qu'il ne m'avait pas touché. Eh bien, imaginez-vous qu'il a suffi qu'il entende votre petite clochette démoniaque qui annonce des choses du sexe, qu'il a posé son journal et qui m'a prise comme une bête sur la table dans les épluchures. Ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé comme ça.
Oh, merci, monsieur Bouvard, vous êtes la voix qui guérit. Et cet été, nous irons à Lourdes faire bénir notre transistor. Chère grosse tête, vous me faites bien rigoler, mais des fois, il y a des limites. Je suis ambulancier. L'autre jour, je ramenais chez lui un client fraîchement opéré. Pour égayer le trajet, on avait mis la radio. Manque de bol, derrière le client, il entendait tout. Et il se tordait de rire. Du coup, il s'est fait péter toutes les coutures. Il a fallu le ramener à la clinique. Et c'est pas compté dans les heures sup. Alors allez-y mollo, les gars. Monsieur Bouvard, c'est une mère de famille éplorée qui vous écrit. Je n'ai rien contre la gauloiserie, bien au contraire. Mais quand vous sortez des horreurs, pensez un peu aux enfants qui vous écoutent. Hier, j'ai surpris mon fils en train de se masturber. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, le petit malheureux. Eh ben, il m'a répondu qu'il avait entendu aux grosses têtes que ça rendait sourd et qu'il voulait essayer voir si ça marchait, comme ça il ne m'entendrait plus gueuler. Je ne vous félicite pas, voilà. Parce que, non, je ne vous félicite pas. Et, alors, voilà, vous allez me demander comment j'ai eu communication de ces missives. Eh bien, je vais vous le dire, c'est moi qui les ai toutes envoyées. Merci, Jean-Jacques Perroni. Oh, c'est pas tellement inventé. Ah non, il y a... Oui. Ça sent le vécu. Oui. Ouais. Non, je dois dire que le courrier des auditeurs est très gentil, généralement. Très, très gentil. Ceux qui écrivent, ce sont ceux qui nous écoutent et qui continuent à le faire. Non, c'est revigorant même. Hein. Oui. Alors, la cerise sur le gâteau, dites donc, on s'en passerait bien. Figurez-vous que, comme en Russie, en Algérie ou ailleurs, il y aurait des soupçons de fraude électorale chez nous. Oui, c'est pas possible. Oui. Oh là. Mais pour quel scrutin? Alors, pour l'instant, c'est une seule agglomération. Alors, dans la Meuse, vous me direz que c'est un village de 49 habitants. Ah bah oui. Oui, mais il faut bien commencer. Ah oui. Mais, alors que le maire avait été réélu pour la 4e fois, l'opposition, parce qu'il y a une opposition, Évidemment, a suspecté le maire d'avoir, en dehors de la boulangère, bourré les urnes. Et ça fait du bruit. Hein. Oh, c'est terrible. C'est un document qui ouvre des horizons aux hommes et qui peut donner des idées aux femmes. Voilà. En un mot commençant, ce sont les 10 motifs que ont les femmes qu'elles invoquent pour justifier leurs infidélités. Alors, je vais parler sous le contrôle de Chantal. Jean-Jacques. Alors, 19%, il n'est pas drôle. Ah, le mari? D'une Le façon mec, quoi. générale, vous pensez que ce qu'on attend d'un homme, c'est qu'il soit drôle. Un peu quand même, un minimum. Ouais. Qu'il fasse rire quand même un petit peu, non? Sinon on se fait chier. Donc, vous comprenez que 19% des femmes, et c'est la proportion la plus importante. Je suis d'accord. Bon. Ah, il mais faut attendez, être drôle, quand elles l'ont épousé, elles savaient bien que c'était un bon ennemi quand même. Il est peut-être devenu, hein, à force de vivre avec. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je suis pas sûr que les gars qui sont grosses têtes sont drôles dans la vie finalement avec leur bonne femme. C'est pas sûr du tout, hein. Bah, déjà qu'ils sont pas drôles aux grosses têtes. Oui. Alors, il y a 16% auxquels la femme reproche de ne pas être à son écoute. Attendez, on peut pas avoir la tête partout. Ah oui, c'est ça, oui. Les mecs qui veulent le faire toujours à leur tête, c'est vrai. Ah non, c'est pas ça. On est fait pour commander, vous êtes fait pour obéir. Faites pour Non, obéir. ils font ce qu'ils veulent en fait. Non, mais ça signifie écouter la femme, mais surtout être attentif à ses désirs. Attentionné. Ouais, c'est ça. Bah oui, si. Être un Faut se peu mettre à leur l'esclave. place. Elles veulent par exemple que tu l'emmènes de temps en temps au restaurant. Voilà. Il ferait beau voir, Simone. Alors, 14% seulement, mais enfin, c'est quand même le 3e grief, et il faut pas le négliger, l'homme n'est pas bon au lit. Ah ça, oui, je suis un pas mauvais d'accord. coup. Ah bah, moi, je ça ne m'est connais pas jamais cette arrivé, histoire-là. ça. Alors là, Ça, ils n'ont pas interrogé la mienne, hein. Ah ouais. ça ne me concerne pas. Mais il y en a que 14%. Oui. Ça me été concerne 60. pas. Non, attendez. Moi, je pondère ça. Il y en a 14% des épouses qui se plaignent, mais les 50 ou 60% restantes sont très contentes que ça leur évite un assaut qu'elles n'apprécient pas. Vous voyez que ça va loin. Ah oui, ça va très loin ces enquêtes statistiques là. Ah oui. Il y a 11%
qui reprochent au bonhomme d'être mal élevé. Oh, mal éduqué, tiens. Ah, oui, il y en a qui sont porcs quand même. Comment Trop ça, qui sont désagréable. porcs? 10% paresseux. Oh là, oui. Oh là Il là. paraît, Péronique, qu'on peut être à la fois mal embouché et paresseux. Oui, oui, c'est mon cas. Ah tiens, c'est drôle. Mais heureusement, t'as de l'éducation. Ah oui, oui, mais je fous rien, c'est vrai. Ensuite, tu sais pas faire avec la 9% de négliger son hygiène et son haleine. Ah bah tiens, ça c'est moi, ça aussi. La laine, c'est pas facile. Hein. Bah si, moi ça s'est arrangé avec le dentier. Ah oui. Ah oui. Quand t'as fait tes vrais dents. Quand je faisais le chanteur de Mexico, oh Oui. putain, ça puait et tout. C'était la litière du chat, maintenant. Mais je crois qu'on vous avait donné un surnom en forme de proverbe qui ne dit mot qu'on sent. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et tu mets ton dentier dans un verre le soir? Ça te regarde? Alors 7% sont montrés du doigt ou tenus à l'écart ou même portent des cornes parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Ah bah oui, ça c'est pénible d'avoir Ah, un c'est- tocard. Oui. C'est un tocard à la maison, je Mais supporte ça, elle le sait quand elle l'épouse. Pas forcément, normalement. pas forcément. Ils peuvent se marier Tu deviens jeunes. tocard du jour au lendemain. Non mais oui. attendez, vous épousez un gars qui a un bel avenir Oui. et puis bon, bah le vent change et puis le type aussi. Ah et oui. puis, C'est qu'il n'y avait pas vraiment de l'amour au début. Et puis Exactement, bien sûr. Ah oui. C'était encore un problème de vénalité. voilà. Exactement. Alors justement, bah, la vénalité, figurez-vous, elle vient, et c'est pas la première fois, en queue de peloton. Oui, Ah oui. bon? Il n'y a que 4% des femmes qui reprochent à leur bonhomme d'être radin. Donc c'est pas elles sont bien. beaucoup moins intéressées qu'on ne croit. Mais c'est pas bien d'être de la pince quand même, c'est pas... Ah non, c'est moche. Oh, c'est moche. ça. Et qu'on T'appelles est ça être égoïste. de la pince, cette Ouais, un femme radin, ça c'est veut un gars dire, qui- oui, un il a gars de la qui- pince, quoi, il les retient. J'ai de la pince, ah oui. Alors il y a aussi c'est en N'épousez plus, pas un mec qui se prénomme Omar. celles qui reprochent à leur mari d'être un fils à papa ou pire un fils à maman. Ah oui, Ah, avoir ça, toujours ça, maman oui, dans, ça. être toujours dans les jupes de maman. Ne rien faire sans consulter Mais maman. attendez, il y a une émission pour ça, hein. Oui, Ah oui. je veux Ah oui, la épouser- vie veut épouser épouser mon mon fils. fils, Ouais, exactement. mon fils. Et C'est alors, drôle, aussi. ça, c'est un document qui n'a rien à voir, mais j'ai pas résisté à l'envie de vous le faire connaître aussitôt. C'est une étude qui indique que plus un couple participe ensemble aux tâches ménagères, et moins il fait l'amour. Bah évidemment, on peut pas crevé, il est crevé. Il est crevé, le gars, il s'est ouais, travaillé avec la queue du balai toute la journée. Mais on n'arrive pas à 100% là. Avec vos statistiques 15, Du 10, machin. Oh là il y en là. a beaucoup qui ne se sont pas prononcés. C'est des statistiques pour sodomiser les diptères, ça ne mène à rien. Ah, au moins les diptères, ils sont toujours d'accord. Ah bah oui. Alors, un invité surprise que nous connaissons bien et qui est un des plus fameux astrophysiciens de notre époque, Jean-Pierre Luminet. Bonjour, monsieur Luminet. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, si je me permets de vous déranger, c'est parce que j'ai vu que l'Europe allait se doter de nouveaux instruments, mais ils sont installés au Chili. C'est bien de l'Europe qu'il s'agit ? Oui, tout à fait. Ben, il se trouve que d'abord l'Europe dispose déjà d'instruments qu'on peut considérer les meilleurs actuellement au monde, mais il se trouve qu'ils sont installés au Chili, puisque évidemment aujourd'hui les télescopes doivent être montés Ce sont des dans télescopes des zones géants, hein, ça. arides. Comment? On fait pas plus grand actuellement ? Alors bon, il y a quelques concurrents. Alors actuellement, le grand site européen s'appelle le Very Large Telescope, le très grand télescope. Ça fait 4 grands miroirs de 8 mètres de diamètre chacun qui sont installés au sommet d'une montagne au nord du Chili, à 2600 mètres d'altitude, dans un endroit extraordinairement aride et avec un ciel d'une pureté absolue. Les autres sites dans le monde, il y a le sommet des îles Hawaï, à plus de 4000 mètres, et puis également des télescopes qui sont installés dans les îles Canaries. Mais c'est en fait vraiment au Chili que sont installés les plus grands télescopes, alors pas seulement les télescopes européens, mais toutes les grandes nations de la recherche ont passé des accords avec le gouvernement chilien pour occuper comme ça des sites. Pardon, mon professeur, vous avez déjà pu personnellement travailler avec ces télescopes géants ? Alors, j'ai pas travaillé directement parce que moi je suis un
un astrophysicien théoricien, je ne fais pas d'observation astronomique, mais j'ai eu la chance de visiter plusieurs de ces sites-là au nord des Chili, qui sont absolument extraordinaires, dont le site dont je viens de parler, là, au sommet du Cerro Paranal. Vous savez, c'est dans ce site-là qu'a été tournée une scène particulière du dernier James Bond, Quantum of Solace, là où on voit des choses exploser dans le désert de Chili. Ça a été tourné là. Bon, ils n'ont pas fait exploser les bâtiments, évidemment. Hein. Voilà. Et puis l'autre site encore plus extraordinaire, toujours au Chili, un projet international, et c'est à la fois européen, japonais, américain. Ça s'appelle ALMA. Hein, c'est un beau nom pour désigner en fait un ensemble de radiotélescopes. Donc, c'est-à-dire, on observe l'univers non plus dans la lumière ordinaire, mais dans les ondes radio. Il y a 66 antennes, chacune fait à peu près 10 mètres de diamètre, et qui sont installées sur un plateau à 5100 mètres d'altitude. Alors, attendez, pardon, monsieur Luminet, mais ouais. vous insistez, vous n'êtes pas le premier, sur l'altitude à laquelle on installe les laboratoires. Mais l'altitude, vous venez de le dire, elle est de 2600 mètres. Qu'est-ce que c'est quand on en est en train de regarder à des millions de kilomètres? Non, mais simplement, l'altitude permet d'avoir une épaisseur d'atmosphère plus faible, et donc d'avoir une meilleure qualité d'image, et en général, effectivement, un ciel plus pur et plus clair. Alors après, ça peut poser des problèmes pour l'observation elle-même, pour la santé des astronomes. Hein. Quand on monte, par exemple, à 5000 mètres d'altitude, il faut quand même passer d'abord des tests médicaux, pour savoir si on est capable de résister à ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça dépend des instruments, des domaines de la lumière, des domaines de longueur d'onde que l'on regarde. On voit, par exemple, très récemment, alors ça c'est vraiment l'actualité, dans ce site-là que j'ai appelé le Very Large Telescope, il y a deux nouveaux instruments qui viennent d'être livrés, tout à fait récemment, ça remonte à la semaine dernière. Il y en a un qui s'appelle Sphère, et c'est un télescope qui va chercher ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui tournent en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, et qui sont évidemment extraordinairement intéressantes, puisque certaines de ces planètes pourraient ressembler à la Terre et éventuellement abriter des formes de vie extraterrestres. Et puis un autre instrument également qui s'appelle le MUSE, qui lui est capable de décomposer en fait un cliché donné du ciel, alors vous pouvez avoir des étoiles, des galaxies, etc., en 4000 petits morceaux qui vont en fait analyser chaque détail extraordinaire de cette image. Hein. Je veux dire, dans un appareil photo ordinaire, vous avez la décomposition simplement en 3 couleurs. Là, c'est 4000. Hein. Est-ce qu'il est possible de chiffrer le nombre de milliards de kilomètres, c'est-à-dire jusqu'où peut-on voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on peut voir en fait jusqu'aux frontières de ce qu'on va appeler l'univers observable. On va pas le mesurer en kilomètres, hein. Alors, on va le mesurer dans une unité qui s'appelle l'année-lumière. Alors l'année-lumière, qui est la distance parcourue par la lumière en une année, si vous la voulez en kilomètres, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. Ah oui. Voilà. Mais l'année-lumière, c'est absolument à l'échelle de l'univers, c'est minuscule. Hein. C'est à peu près la taille de notre système solaire seulement. Alors le vrai univers, et on observe jusqu'à cette distance-là, on observe jusqu'à 50 milliards d'années-lumière. Oh là là. Alors, on multiplie 50 milliards par 10 000 milliards, vous avez le nombre de kilomètres. Oh là, et on n'est pas au bout de l'univers pour autant. On les voit exactement au bout de l'univers, et on les voit également dans la prime enfance de l'univers, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on voit tout en décalage, puisque évidemment il faut attendre que la lumière nous parvienne, et la lumière met un certain temps pour nous arriver. Et donc quand vous observez une galaxie qui est par exemple à 5 milliards d'années-lumière de nous, eh bien on la voit aujourd'hui, mais à l'époque où il a émis sa lumière. Et à cette époque-là, 5 milliards d'années dans le passé, même la Terre n'existait pas, vous voyez. Et donc on est capable de remonter aujourd'hui jusqu'à, tenez-vous bien, 13,7 milliards d'années dans le passé. Et donc on voit même l'origine de l'univers, la formation des galaxies. Et on voit Lynn Renault. Pas encore. Monsieur Luminet, est-ce que votre nom de famille a influencé votre vocation? On va parfois poser la question. Je ne pense pas, en tout cas pas au niveau conscient. En tout cas, merci parce que, bon, ça a toujours été passionnant, mais aujourd'hui, ça devient vertigineux. Merci Jean-Pierre Luminet, merci. Vous vous rendez compte, là
comment on peut... Ah, ouais. On est tout petit quand même. Hein. Et nous, on a l'air de quoi ici? là. Dites donc. Moi, je vois à peine le premier rang. Oui, mais parce que vous n'avez pas le télescope adéquat. Ah là là. On a trouvé une carotte de 300 mètres. Une carotte de 300 mètres. Transgénique. Non, mais c'est une carotte de glace. Hein. Ah bon? Oui. Une carotte glaciaire. Oui, bien. Elle est vieille de 2000 ans. Alors là aussi, vache. ça fait pas sérieux. Bah non. 2000 ans. Hein. Vous mettez un Vieille glaçon carotte. 2000 ans dans le whisky, ça vous gâche le goût. Qu'est-ce qu'on a trouvé dedans, au fait? Il y avait juste de la glace. Ah c'est bon? tout. C'est tout? Oui. Pas de microbes, pas de... Alors, d'insectes, c'est que, une carotte. si, parce que les bactéries oui. survivent généralement au grand froid. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Il y en a beaucoup dans les stations de sport d'hiver. Bah, bien sûr. Et puis, à un mois de la Coupe du Monde au Brésil, vous êtes au courant? Oui. Bon. Eh bien, le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne est en tôle pour Non. fraude fiscale. Oui. Mais ils n'ont pas fini les stades, il paraît. Non. Oui, mais alors, ils disent que c'est la civilisation du mañana. Bon, on fait jamais rien Mañana. le jour même, c'est le lendemain, et que là, miraculeusement, tout sera prêt aujourd'hui. Et maintenant, une auditrice d'honneur. Venez, Rose, venez. Ah, et alors, vous allez voir comme Rose va vous intéresser, parce que elle dirige un café-théâtre. Un café. Un café-théâtre Ah ouais. parisien. Absolument. Alors, quel arrondissement? 18e. Bon, quelle enseigne? Alors, ça s'appelle l'Alambic Comédie. Ah oui, je connais. Une dédicace pour Monsieur Perroni. Combien ça va, ouais. places? Combien de places? 80. Ah, 80 quand même. Et quel genre de spectacle Ce n'est que de la comédie, des créations contemporaines. Actuellement, nous avons... Pas des gens qui viennent pour faire un petit one-man show? Non, pas de one-man show. Ah non, de la comédie. De la comédie, Mais oui. ça, c'est pas la facilité, ça. Non, absolument Hein? pas. Les coûts de production sont plus importants. Et Voilà. des pièces nouvelles? Ah, tout à fait, ce sont que des créations. Et qu'est-ce que vous avez en ce moment? Alors, Le Coach, qui est une comédie à 4 personnages, qui a inspiré donc le film éponyme, qui s'appelle Le Coach. Et une autre comédie qui s'appelle également Jurer ses péchés, qui parle de la Bretagne, qui parle des Bretons. Donc c'est une comédie à 2 personnages. Est-ce qu'il arrive que une petite comédie qui a pris son essor chez vous trouve ensuite asile sur une plus grande scène? On l'espère avec. Mais c'est dur, hein? Ah, c'est très dur. Parce que s'il n'y a pas un chèque dans le manuscrit, les directeurs de théâtre regardent peu, hein? Absolument. Mais... Vous arrivez à faire vos frais? Ah oui, absolument. On est souvent on est en co-réalisation avec les troupes parce que la plupart du temps, ce sont les troupes qui n'ont pas forcément les moyens de. Non. Vous avez des subventions? Non, aucune. Ah voyez. On Pas est un de théâtre subvention. privé. Mais il faut pas de subvention. Pour l'humour, il n'y a pas de subvention. Oh aussi quand même. Oh non. Ça peut aider. Faut pas que l'État mette son nez dans la rigolade. Beaucoup de mes camarades, et présents aujourd'hui, ont eu au départ une expérience de café-théâtre. Hein. Ah oui. Oui. Bien sûr. Oui, c'est vrai que j'avais la fait plupart, c'est vrai que la plupart des grands comédiens actuellement viennent très grands, tous même, très grands. Moi, j'ai fait du café-théâtre. J'ai fait longtemps le théâtre d'Edgar avec des pièces admirables au titre sublime. J'aurais pu être votre fils. Les blaireaux sont fatigués, quand même, des choses Mais admirables. le là, café je t'ai d'Edgar, c'est un rencontré. peu plus grand, hein? Non, Non, pas du tout. Non. Non, pareil. le 60 théâtre d'Edgar, d'Edgar. il faisait 100 et quelques. Non, il y et avait un puis- petit 60 et un t'avais petit la petite qui faisait à Ouais. peu près comme vous, C'est ça, 80. ouais. C'est ça. Et Sylvie Joly et Pierre Péchin sont partis du théâtre d'Edgar. Ouais, C'est ouais. là qu'ils ont débuté. Non, moi j'ai fait des cabarets, des dîners spectacles. J'ai pas fait de café-théâtre. Moi, j'ai fait le point-virgule, oui. J'ai démarré au Ah oui, point-virgule. alors c'était C'est un plus vrai... du one-man show. Un vrai café-théâtre, enfin une petite salle. Et aujourd'hui, il y a 2 points-virgules d'ailleurs. Il y a hein. le petit et le petit, grand. effectivement. Mais le oui. premier, il s'appelait La Veuve Pichard. Ouais. Il avait été monté par Martin Lamotte Ouais. et Philippe Bruno. Construit même de ses mains. Construit, oui, monté, Ouais, ouais. c'est ça là. C'est un ancien garage. C'est ça. Moi, avec Régis, on a commencé au Café d'Edgar, dans la même salle que Jean-Jacques Perroni, avec une pièce qu'on avait écrite et qui s'appelait Pas de fantaisie dans l'orangeade.
Ah oui, c'est joli. C'est intéressant. Vous avez le génie des titres qui apparemment, mais après on se rend compte Il y a la substantifique moelle. Oui, mais ça, au départ on dit tiens ça veut rien dire. Oui. Et puis à l'arrivée aussi. Bon ben Rose, moi je vous félicite parce que finalement c'est un rouage de la vie artistique qui est indispensable et dont on parle pas assez que de diriger une petite salle. Il y en a beaucoup en province aussi et ça sert de conservatoire à beaucoup d'artistes. C'est un laboratoire en fait, c'est un laboratoire. Mais il en reste très peu de café-théâtre. Hein. Voilà votre diplôme d'auditrice d'honneur. Merci et bravo. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Chantal Latsou. Présent. Et Jacques Balutin. Présent. Et puis, une invitée d'honneur dont nous allons faire la connaissance. Rien ne l'aura plus fatigué durant sa vie professionnelle que le rêve et le sommeil d'autrui. C'est Isabelle Arnulf. Voilà, bonjour docteur, soyez la bienvenue. Et nous allons parler alors d'un livre passionnant et qui va certainement nous ouvrir des horizons à tous personnellement, parce que nous sommes des rêveurs, il y a peu de non-rêveurs, on en parlera tout à l'heure, et on n'est pas du tout apte à comprendre ce qui se passe dans ce mécanisme onirique. Et il se trouve que une fenêtre sur les rêves, qui est la neurologie et la pathologie du sommeil, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Alors, mettez-vous à table. Le hors-d'œuvre. Est-ce que la publication de ce livre était un rêve? Non, pas du tout. Un rêve éveillé, hein? Non, je l'ai fait avec plaisir parce que je trouvais qu'on disait beaucoup de choses inexactes sur les rêves. Alors, on dit à la fois beaucoup de choses et très peu de choses. Hein? Très peu de choses, parce que les gens qui se manifestent ne sont pas toujours des scientifiques, il y en a même très peu. Ils prétendent interpréter les rêves. Or, vous donnez l'impression d'avoir perdu la clé des songes. Alors c'est vrai qu'on cherche pas à les interpréter, on cherche à comprendre plutôt comment ils fonctionnent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'on insère à l'intérieur des rêves, et puis quelle façon de penser du cerveau pendant le sommeil ils traduisent. Puisqu'après tout, c'est la façon de travailler de notre tête pendant la nuit. Et tout ça nous échappe totalement, hein. Non, parce que à l'état de veille, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais quand on dort, on ne se contrôle plus. Ah oui. Excusez-les, ça va déraper très vite, madame. Cette nuit, je me suis tapé Sharon Stone, elle en voulait. Ah, dis donc, la pauvre fille. Vous croyez qu'on peut se programmer des rêves agréables comme ça avant de s'endormir en se disant, comme Bernard Mabille, tiens, je vais avoir une petite aventure avec Sharon? On contrôle pas tout, mais ce qu'on fait avant de dormir influence une partie du contenu de nos rêves, en particulier les films qu'on regarde ou les informations. Avant de dormir, c'est bobonne, ça n'amène pas forcément à Sharon Stone. Hein. Entendez-vous parler de ma femme, là, Philippe? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Est-ce qu'on peut considérer comme du temps perdu les 25 années de notre vie que nous passons à dormir et surtout les 5 années que nous consacrons aux rêves? Alors en fait, on passe 25 années à rêver puisqu'on rêve dans tous les stades de sommeil et clairement, on n'arrive jamais à supprimer ni le sommeil ni le rêve, donc ça doit être drôlement utile pour notre cerveau. Ah oui. Pourquoi les femmes se souviennent-elles mieux de leurs rêves que les hommes? On ne sait pas, les femmes ont toujours plus d'introspection. D'introspection, elles ont un sommeil qui est quand même un petit peu plus mauvais que les hommes, en général, plus de réveil. Elles baratinent un peu, non? Et puis elles parlent beaucoup, voilà. Donc les récits de rêves peuvent être beaucoup plus que nous. Les rêves sont plus lourds. Moi, je rêve énormément. Eh ben moi, j'ai fait que des rêves intéressants, passionnants. Est-ce que vous avez déjà, l'une et les autres, eu ce qu'on appelle des rêves lucides? C'est-à-dire que... on se dit qu'on rêve pendant qu'on rêve. C'est généralement un cauchemar.
ça devrait vous angoisser, mais je parle sous votre contrôle, docteur, mais vous savez que c'est un cauchemar, un rêve, et donc vous vous en faites pas trop, vous dites c'est pas la réalité et ça va finir bientôt. Oui, oui. Ça vous est arrivé? On est pressé de se réveiller. On rêve, mais Dernièrement, on sait qu'on rêve. j'ai fait un cauchemar. J'avais toute l'équipe des grosses têtes dans mon lit, évidemment. Et Michel était dans le canapé du salon. Je me suis levé, il m'a dit je t'ai laissé avec tes copains. Non, c'est pas vrai, parce que t'aurais été avec nous au lit, tu pouvais plus te lever, hein, je veux dire. Déjà, moi, je t'aurais bouffé le gros orteil. Alors, il y a beaucoup de rêves lucides. Alors, il y a la moitié des personnes ont déjà su une fois qu'ils étaient en train de rêver pendant qu'ils rêvaient. Après, il y a des gens qui s'exercent à être rêveurs lucides parce que c'est très agréable. Ça prouve un sursaut de la conscience. Oui, il y a une sorte de réactivation de la zone de conscience dans le cerveau pendant le sommeil paradoxal. Et ces personnes-là jouent avec. C'est essentiellement fait pour changer les rêves, pouvoir faire apparaître effectivement des belles personnes ou voler ou passer à travers les murs. Une belle personne. Nous l'utilisons surtout pour lutter contre les cauchemars, justement les transformer en rêves agréables. Et nous avons aussi des patients qui sont rêveurs lucides spontanément. Comme quelle est la recette Monsieur alors Tu prends du LSD, tu fais comme moi. Non, mais quelle est la recette pour arriver à ça, madame? Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il faut déjà noter ses rêves. C'est un petit peu compliqué pour toi, Bernard. C'est un entraînement. Il faut avoir un carnet de rêves. Un carnet de rêves, ça c'est vrai que ça passe déjà par le fait de prêter attention à ce à quoi on rêve, parce que généralement c'est oublié tout de suite. À partir du moment où vous y mettez de l'attention, cette attention peut revenir dans alors, si vous notez, par exemple, tiens, j'ai encore oublié les carottes au supermarché. Est-ce que ça a parce que vous avez rêvé ça? C'est un rêve de femme, ça. Un rêve de femme non mariée. Oui. Non, mais... Est-ce qu'on a... Pardonnez-nous, hein, mais il y a une vieille tradition gauloise. Est-ce qu'on a une idée précise de la durée en temps réel du rêve? Oui, on a une bonne idée puisqu'on sait maintenant qu'on rêve à partir du moment où on ferme les yeux jusqu'au lendemain matin avec tout le temps, avec une pensée qui est différente en fonction des phases de sommeil, en s'endormant beaucoup d'images, de sensations dans lesquelles on flotte et on s'enfonce. Dans les phases de sommeil léger, plutôt des pensées, j'étais avec mes copains, voilà, des choses assez ordinaires. Et puis en sommeil paradoxal. Ils sont pas ordinaires, mes copains. Non. Et est-ce que le temps du rêve correspond à un temps réel dans la vie? Oui, on a pu répondre à ça de différentes manières, en particulier avec ces personnes qu'on voit dans les laboratoires de sommeil qui extériorisent leurs rêves. On a par exemple un de nos patients menuisier qui a fait ses plans, utilisé ses outils, tapé longuement avec son marteau pendant 1 heure de sommeil paradoxal. Donc, parce qu'on disait que c'était très rapide, mais c'est faux, ça. Non, c'est faux en fait. Ça, on a dit ça pendant très longtemps. On a dit beaucoup de bêtises pendant longtemps, oui. Heureusement que je suis là. Est-ce que chez certains patients qui se maîtrisent à l'état de veille, il n'y a pas une libération du vrai caractère qui peut se produire durant le sommeil? Alors, difficile de dire si c'est le vrai caractère, mais clairement, la nuit, dans les rêves, et puis dans ce qu'on mesure nous, c'est-à-dire ce que disent les gens en dormant, ce qu'ils font en dormant, il y a beaucoup plus de vulgarité. Ah oui. Le langage nocturne est... Ça va pas être facile pour Péroni. Vous avez constaté qu'à l'état de veille, on est beaucoup plus distingué ici. Ah oui. Oh merde. Il y a un laisser-aller. J'ai jamais remarqué, moi, alors là, non. Tu vas voir, Simone, je vais te montrer qui c'est qui est le patron. Ça, c'est dans le rêve. Mais pourquoi? Parce que pendant le rêve, on est libéré des contraintes de la société. On fait ce qu'on veut. Hein. Probablement, et puis parce qu'il y a des régions du cerveau qui font l'éducation, qui sont un petit peu moins activées. Alors, je vais vous livrer quelques témoignages qui pourront d'ailleurs s'ajouter à une belle collection. Mais peut-être que vous n'avez pas toujours observé le sommeil des gens connus. Hein. Ce sont plutôt des patients anonymes. Hein. Alors là, il se trouve qu'un jour où il était des nôtres, Stéphane Bern nous a révélé son cauchemar récurrent, et d'ailleurs, vous en convenez, très très courant, de nudité. J'ai un cauchemar, mais c'est le même, je me suis rendu compte, je suis sûr que ça vous arrive quand on fait ce métier, qu'on doit interviewer des gens. Moi, je rêve souvent, enfin c'est un cauchemar vraiment, que je les interviewe et que je me suis pas habillé. Et que je suis nu devant eux. Mais je pense que ça psychanalytiquement, ça veut dire qu'on se sent démuni, qu'on se sent en position d'infériorité. Mais pour eux, c'est un rêve. Faut pas exagérer non plus.
Alors, il y a un certain nombre de rêves qui sont récurrents dans la population qui étonnent tout le monde, comme de voler, d'être tout nu ou de perdre ses dents. En fait, presque tout le monde l'a fait, à peu près 70% des personnes. Pour autant, si on mesure sur des banques de rêves, où on a 22 000, 70 000 rêves, c'est un rêve qui est relativement rare, à peu près 1% de l'ensemble des rêves. La plupart des rêves, c'est très ordinaire, en fait, c'est une mise en situation de notre vie quotidienne, légèrement préoccupée. Les émotions sont plus négatives et un peu plus préoccupées. Alors évidemment, Stéphane Bern arrive nu ou d'autres en pyjama. On retrouve la même chose sur les rêves qui précèdent les examens ou les concours chez nos étudiants en médecine, où ils arrivent en retard, où ils n'ont pas leur feuille de convocation. Les comédiens qui ne savent pas leur texte. Ah, ça alors, voilà. à chaque fois. Ça, c'est souvent. Ouais. Moi, alors, souvent, avant de commencer une pièce, quand j'ai jamais joué, je rêve, c'est-à-dire, on me pousse en scène et je sais pas mon texte. Mais alors ça m'arrive tout le temps. Ouais, ça joue souvent. Et alors, on a étudié, finalement, sur les étudiants en médecine, on a eu le résultat du concours 3 mois après, et ceux qui avaient rêvé, en particulier du concours la veille, avec tous les ennuis possibles imaginables, jusqu'à écrire sur de la mie de pain au lieu de feuilles de papier, ils réussissaient mieux le concours. Donc c'est plutôt positif. Et est-ce que notre cerveau ne travaille pas les différentes possibilités négatives pour mieux optimiser sa position en éveil ? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire dis-moi ce que tu rêves et je te dirai qui tu es? Non, je dirais pas ça, parce qu'une partie de nos rêves est aussi l'intégration de ce qu'on voit chez les autres. On peut se mettre à la place des autres, être un homme quand on est une femme, ou être un acteur du film qu'on vient de voir. Donc ça ne représente pas que nous, mais aussi tout ce qui nous entoure. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec l'oniromancie? Pas grand-chose. Ah ouais, parce que ça existe. Ah oui, l'oniromancie. Oui. C'est-à-dire la prédiction de l'avenir par les rêves. Par les rêves. Quand on rêve prémonitoires. c'est un rêve de mort ou... Les dents, par exemple, on disait que quand on rêvait de perdre ses dents, c'est la mort. Oui, c'est très fréquent. Alors après tout, on a tous perdu nos dents déjà une fois, donc c'est pas trop étonnant. Parfois deux. Pas trop étonnant que ça revienne. Enfin, je sais pas, des rêves d'amputation sont Moi, je rêve que je vole souvent, mais il m'arrête toujours à la sortie du magasin. Oui, parce que c'est aussi une occasion de transgression, hein, le rêve. C'est vrai qu'il y a un côté jeu, capacité de se mettre... Surtout, on y croit, on est dedans. Moi, j'ai des aventures que j'oserais jamais avoir dans la vie diurne. Non, racontez pas. Non, racontez pas. Oh, si, racontez. Ah non. Mais comme dans la vie diurne, elles veulent rarement. Parce que il arrive que vous pouvez pas façonner un rêve comme vous voulez. Ah non, hein on maîtrise pas tout. On vous refuse ce que vous espérez. Alors Michel Drucker, lui, nous avait décrit un cauchemar, mais qu'on peut appeler de plateau de télévision. J'arrive en scène, en direct à la télévision. Je dis bonsoir et je perds mon froc. Et alors là, j'enchaîne. Enfin, vous mettez vos mains pour cacher... Oui, et je suis ridicule, les gens rient, oui. Et j'essaie de m'en sortir en disant que c'est le début d'un sketch. Et que c'est le début d'un stand-up. Ouais. Mec qui commence dans le stand-up, tiens, un mec qui arrive, il perd son froc. Ça peut marcher. Ça vous arrive en direct en plus, hein? En direct complet. Ah oui. Et ma mère est là, devant son poste. Et alors là, ça va mal. Alors, vos pires rêves, Chantal? J'arrive sur scène et j'ai oublié mon costume de scène, j'ai rien pour m'habiller, c'est toujours pareil. Mais c'est le triomphe alors. Ouais, c'est le triomphe, oui. Je joue nu. Les gens sont ravis. Hein. Moi, je sais pratiquement pas ce que c'est qu'un cauchemar, par exemple. Je ne fais pas de cauchemar, non. C'est parce que tu as une bonne digestion. Oui, c'est ça, sans doute. Ah, alors, attendez, ça nous amène à un point important et sérieux. Les causes physiologiques du rêve. Par exemple, la digestion. Oui. La digestion, non, ça fait un peu de reflux quand vous avez de l'acide peut vous réveiller, en particulier dans le sommeil profond et avoir des terreurs. Mais sinon, non, ça influence peu l'alimentation. Par contre, c'est vrai que des stimuli extérieurs, une sonnerie, une canalisation qui claque, peut être intégré dans le rêve sous différents formats. Ça a d'ailleurs permis de savoir la... Canalisation qui claque. Moi, j'avais rêvé que j'étais en ballon. Hein, j'étais en ballon, mais j'arrêtais pas de péter, paraît-il. Alors, j'étais ballonné. C'est bête. Mais alors, on m'a dit, j'ai un rêve récurrent. Au pied du lit m'apparaît une grande dame en bleu. Ah oui. Avec une pelle, et elle me dit, va me construire une basilique. Ah oui. Ah, c'est la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Je ne sais pas. Ah oui. Ah oui. Alors, moi, je rêve que je vole au-dessus des arbres, alors que j'ai horreur de l'avion. Ah oui.
Vous volez vous-même, pas dans un avion. Ah ben je vous vois, vous êtes un peu oui, comme, vous volez tout seul, vous êtes encore plus petit. Vous êtes comme Superman, quoi. Oui, comme Superman. Les bras tendus. En collant bleu. Avec le slip Est-ce qu'il n'y a par-dessus. pas un appétit de domination dans ce rêve? Oh, il faut pas trop interpréter, mais c'est vrai nos muscles sont paralysés dans ces moments-là, donc on peut comprendre que quand le corps est paralysé, l'esprit s'échappe un petit peu. Ah oui, là, il s'échappe vraiment. Ce que dit la psychanalyse sur les rêves, ça vous intéresse pas du tout. Enfin, c'est non, c'est pas pas le propos. Parce qu'on a beaucoup parlé de cet aspect des rêves, mais très peu, et c'est le mérite d'Isabelle Arnulf, des mécanismes réels du rêve. Alors, il y a une étude qui montre que pour être créatif, il faut se réveiller en pleine nuit. Alors, il y a une forte créativité pendant le sommeil. Vous savez qu'on peut faire des associations qu'on ne fait pas en éveil, en particulier parce que la pensée emprunte des chemins un petit peu différents, associe des choses auxquelles on ne penserait pas. Il y a un certain nombre de découvertes qui ont été faites comme ça en rêve, comme la classification des éléments par Mendeleev ou la sonate du diable, enfin bon, un certain nombre de choses qui montrent bien que notre cerveau travaille à sa façon. Alors, est-ce qu'il faut se réveiller? En tout cas, pour se souvenir de la découverte qu'on a faite, il faut un petit peu se réveiller. Est-ce qu'on peut se réveiller avec l'impression d'avoir fait une grande découverte et l'oublier immédiatement? Mais c'est ce que faisaient les surréalistes. Oui, un peu, oui. Il faut dormir avec un petit dictaphone, comme ça, dès que vous avez un truc. Est-ce qu'il y a des substances qui peuvent transformer un cauchemar en rêve? Alors oui, il y a des médicaments qui changent le contenu, en tout cas émotionnel des rêves. Il y a des médicaments qu'on utilise, par exemple, contre la tension artérielle ou contre le sida, qui donnent des cauchemars, et d'autres qui diminuent les cauchemars et qu'on utilise effectivement pour les personnes qui ont eu des traumatismes graves et qui les revivent toutes les nuits. Alors, autre dépêche qui est tombée récemment, au moins sous mes yeux, et je l'ai gardé parce que je savais que vous seriez des nôtres aujourd'hui, on a mis au point un implant contre l'apnée du sommeil. Oui, d'ailleurs, entre autres à la Salpêtrière, il faut le dire. Donc effectivement, depuis peu de temps, alors c'est encore très expérimental, on stimule le nerf qui commande la langue pendant le sommeil, de façon à ce que la langue soit propulsée vers l'avant et ne vienne pas boucher les voies aériennes pendant le sommeil. La langue qui fait l'apnée. C'est la langue qui est avalée. Les voies aériennes sur le palais, c'est ça? Elle est propulsée, donc le nerf va la propulser vers l'avant. Mais vous faites ça surtout pour les jeunes? Parce que l'apnée juvénile. Oui. Bravo. Merci. C'est un à peu près, docteur. Le somnambulisme, alors c'est quoi? Oui, alors le somnambulisme. Alors, somnambulisme, c'est donc des rêves extériorisés dans le sommeil profond. Et les personnes, quand on les enregistre, sont à moitié réveillées. Ça leur suffit à ouvrir les yeux et bouger. C'est vrai qu'il ne faut pas les réveiller? Alors, il ne faut pas les réveiller parce qu'une partie de leur cerveau est encore endormie et dans un scénario auquel on n'a pas accès et qui peut être un scénario catastrophe. Et ils tombent de la gouttière, il paraît. Alors ils tombent. Quand ils vont sur le toit. Bah oui. Somnambulisme. S'ils sont devant le frigidaire pour manger un morceau. C'est vraiment le somnambule qui monte sur le toit? Très peu, très rare. Mais la plupart ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui échappent à un accident, à une catastrophe, et eux vont s'échapper du lit et courir vers la fenêtre ou vers une autre partie et passer parfois à travers. Parce que les autres dormeurs sont cloués. Les autres dormeurs ne bougent pas, absolument. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le somnambule? Alors, on n'a pas encore tout, Monsieur Bouvard, mais on pense qu'il y a un terrain génétique qui favorise cela. Est-ce qu'il arrive aussi beaucoup de transmission du sommeil. On puisse faire durant son sommeil des efforts physiques dont on n'est pas capable à l'état de veille? Absolument. Les somnambules, surtout quand ils ont peur, ont une force colossale. Ils sont capables, comme certains de nos patients, de monter en haut d'une étagère, de démonter quelque chose en quelques secondes. Oui. Il y a un aspect de terreur. C'est pas des trucs Ikea, parce que monter sur une étagère Ikea, ça tient pas. Et la démonter en quelques secondes, c'est pas possible. C'est pas possible. Et la monter non plus. Non. Quelques questions par le docteur Mabille. Alors de Monsieur Cellier de Rodez, qui a dit: si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Pierre Desproges? Non. Coluche? Non, ni Pierre Dac, ni Coluche, ni Desproges. Docteur, ça vous dit rien, ça? C'est français? Non, c'est pas français. Ah, bon. Woody Allen? C'est de langue française. Ah bah oui, mais c'est pas français. Oscar Wilde? Non, de langue française. C'est belge? C'est belge. De Vos? Non. Bonne réponse. Vas-y, tu l'as sur le bout de la langue. Philippe Gueluc? Non. Belge. Belge. Non. Belge. Simenon? Pas Simenon. Jacques Brel? Il vit toujours. Mais oui, il vit toujours. Ah bon, il vit toujours, bah dis-le. Oui, il nous donne des informations parcellaires. Il vit toujours, il est belge et il a fait carrière ailleurs. Ah bah c'est Johnny Hallyday. Non.
Et c'est un chanteur? Non. C'est un humoriste? Un acteur? Il est humoriste involontaire, quoi qu'il doit être volontaire quand même. c'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van C'est Damme. Van Damme. C'est moi qui l'ai dit, hein. J'ai dit en premier, hein. C'est ça le faire remarquer. De Madame Desroches de Groslet, qui a dit: la nuit, quand ma femme enceinte avait des envies de fraîche, je lui répondais: va les chercher. Ah, ça, c'est pas des proches? Non. Pierre Doris. Non, pas Pierre Doris. Un de nos amis aujourd'hui oui. disparu. Jean-Yann. Non. Sim. Non, pas Sim. Jacques Martin. Pas Jacques Martin. Roger Pierre? Pas Roger Pierre. Un ami qui serait heureux aujourd'hui s'il était encore avec nous. Ah oui. Hein, Ouais. Philippe? Carlos? Pas Carlos, non. Il va y avoir un grand événement qui l'aurait rendu heureux. La nuit, quand ma femme enceinte avait des envies de fraîche, je lui répondais: va les chercher. Et aujourd'hui spécialement? En ce moment, quoi. Ah. Oui, enfin, oui. Parce que c'est le printemps? Non. Non. Ça a à voir avec l'Europe? Non. Oh là là, dites donc. Ça va avec Philippe? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait alors? Il était. Chercher, quoi, chercher. Pas Zitrone, mais c'est. Jean Dutour. Il lui devait quelque chose. Il devait quelque chose à Zitrone? Philippe, je suis bien là. Oui, très bien, très bien. Belge? C'est eux qui sont pas bien. Belge. Ah non, c'était avant non. le Belge. Mais non, tu nous embrouilles pas déjà. Ah bah oui, je vous embrouille. Alors, Un journaliste. Un journaliste. Un journaliste sportif. Journaliste Thierry sportif. Roland. Thierry Roland. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Je vais t'acheter des cotons-tiges, moi, tu vas voir, une boîte entière de cotons-tiges. Le plat de résistance. Il est gonflé. Ah, il est gonflé. C'est vexant, c'est vrai, on a de la connaissance. Ah oui, puis même Chantal, elle avait la réponse. Tu te rends compte d'un truc? Alors, est-ce m'enlever. que les rêves, vous l'avez esquissé, Isabelle Arnulf, ne dépendent pas, au moins au début, de ce qu'on a fait dans la journée ou de ce à quoi on a pensé avant de s'endormir? Oui, on insère dans les rêves, c'est un véritable tissage dans lequel il y a essentiellement les informations du jour d'avant et de l'avant-veille mélangées à des souvenirs très anciens. Donc on a un tissage extrêmement intéressant, mais on retrouve, c'est des petits bouts de la journée, hein, c'est jamais refait exactement. Et ça peut être souvent des choses tout à fait insignifiantes auxquelles on n'a pas fait attention. Absolument, des espèces de petits résidus comme ça qui sont mélangés. Moi, souvent, je me trimballe dans des rues de Paris que je ne connais pas et qui n'existent pas. Ah oui? Ah oui, c'est bizarre. Comment tu sais que c'est Paris? Parce que pour toi, qu'il y a c'est toujours Paris. un truc. Parce que Paris sera toujours Paris. Non, mais c'est quoi Il y a une particularité quand même, c'est que tout ne fonctionne pas, et en particulier certaines fonctions élaborées comme la lecture, l'écriture ou compter sont très difficiles dans ces phases de sommeil, ce qui fait que vous pouvez ne pas voir par exemple les écriteaux des rues ou ne pas arriver à les déchiffrer. Comment il sait que c'est Paris? Si, parce qu'il y a le bistrot de Paris, le bar de Paris. Oui, c'est ça, oui. Le zinc de Paris. Il n'a pas ses lunettes quand il dort, alors il voit pas. Non, mais les souvent rues. vous tournez le coin d'une rue que vous connaissez, je sais pas, j'habite là, bon, je tourne le coin de la rue, paf, c'est pour la rue habituelle. Oui, mais ça, l'état de veille aussi, hein. Oui. Pour une fois que je parle sérieusement. Quelle différence entre un rêve dérangeant et un cauchemar? Le cauchemar est défini par le fait qu'il réveille la personne. C'est un rêve désagréable, mais qui réveille la personne. Alors qu'on fait tous des rêves dérangeants qui nous réveillent pas, et qu'on oublie heureusement souvent. Donc pour les recueillir, on est obligé, nous, de réveiller les personnes. Et le rêve dérangeant, c'est un petit cauchemar, alors? Oui, si vous voulez. Là, c'est quand même une majorité des rêves qui sont légèrement préoccupés. Hein. C'est pas, les rêves agréables ne sont pas la majorité. Alors la statistique selon laquelle les rêves sexuels sont 4 fois moins fréquents chez les dames que chez les messieurs, est-ce que ça signifie qu'à l'état de veille, les femmes éprouvent moins d'intérêt que nous pour la chose? Difficile de vous répondre. Les rêves sexuels sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, relativement rares, y compris chez les hommes, puisque ça ne représente, si on mesure tous les rêves tout le temps, que 2% des rêves. Donc c'est pas très élevé. Alors c'est vrai que ça fait 0,5% chez les femmes, mais c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas là qu'on extériorise le plus. Il faudrait m'examiner, madame. Oui. Vous connaissez vos statistiques. Vous connaissez le début de la chanson de Bachung, j'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Oui, alors si on fait allusion à l'érection, elle est effectivement systématique en sommeil paradoxal chez les hommes, et il y a un équivalent féminin. Elle n'est pas associée à des rêves érotiques. J'ai encore rêvé d'elle. Oui. Ah oui, il peut y avoir une S'il te éjaculation plaît, chante pas, aussi. toi.
Vous avez, Chantal, des rêves érotiques De temps parfois en temps, mon mari est content le lendemain, sachez bien. Quand vous nous quittez, non? Un petit peu, oui, mais enfin, Oui. je pense pas trop à vous quand même, parce que ça me couperait l'envie. Ah, t'es gentil. Non, dis donc, ouais. Mais le rêve érotique, ça permet de tout faire, de connaître bibliquement des gens qu'on n'approchera jamais, de se livrer à des actes que la morale réprouve et que la police sanctionne. Ah, c'est quand même... faut en profiter, hein. Mais je sais pas quand vous êtes, elle vient de vous dire que c'était très rare. Oui, Bah mais non, mais il en a fait un il y a 4-5 ans, il s'en rappelle, parce que c'est rare. Ce sont peut-être les rêves aussi dont on se souvient le mieux. n'est-ce Absolument, pas on a un biais de rappel, comme les dents, comme d'autres choses. Les rêves très ordinaires sont moins mémorisés par définition. Est-ce que vous parlez donc de l'interprétation des rêves dans votre livre? Non. Non, non, n'en non. parlez pas. Ah, tu vas t'en prendre une, toi, ça va tomber. Hein. Alors, il y a, et je crois qu'il y a un instrument qui s'appelle le play, Aidez-le, madame, aidez-le. Ne le laissez pas comme ça. Alors, c'est pas le plétismographe, non? Voilà, qui mesure les érections nocturnes. Le plétismographe. Oui. Bah, ça fait assez longtemps que les urologues ont besoin de savoir si les érections, quand elles ont disparu dans la journée, persistent pendant le sommeil, ce qui veut dire que la mécanique en bas fonctionne. Et donc, on peut utiliser soit des mesures quantitatives avec des espèces de préservatifs. Là, il est en consultation, Pépère, là. On avait dit, Philippe, pas de cas personnel à l'antenne. Je vous rappelle que le poète a dit « Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve ». Oui. Pourquoi les moniteurs de vol à voile sont-ils privilégiés? Ils volent beaucoup plus dans leurs rêves que nous. Ah oui. Donc, mais de la même manière, on fait de manière beaucoup plus notre travail Oui. dans nos rêves que les autres. Toi, tu dois rêver souvent, Jacques, que tu es à bicyclette. Enfin, à vélo, non? Quand je suis tombé, surtout. Ah oui. Quand je me suis vautré, dans les nuits qui suivent, je suis souvent par terre. Ouais. Il rêve qu'il est à l'hôpital, quand il se réveille, il est à l'hôpital. Ouais. Tu rêves que t'arrives premier, des fois? Non, parce que j'ai jamais été coureur. Oui. Enfin, je parle à vélo. Oui, à vélo. Parce oui, que tu le n'as pas reste- fait de compétition, en fait. Ouais, j'ai pas fait de compétition, donc j'ai pas Il n'y a ce même type pas de de... petites compètes entre vous, des petits rallyes, des trucs comme ça, rien? Euh, Vous faites que tourner autour du champ de course? Non, quand tu es sur la route, je suis sur la route. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pas fait de compétition, donc j'ai pas cet esprit de lever les D'arriver bras. premier, voilà. De lever les bras sur Alors la ligne. tout ce que vous venez de nous dire et qui figure d'ailleurs dans votre livre, Isabelle Arnulf, vous le devez à des patients qui vous ont raconté leurs rêves, vous le devez par exemple au film que vous faites du sommeil de certains. Oui, certaines personnes qui ne sont pas des somnambules ne sont pas paralysées pendant le sommeil paradoxal, le stade dans lequel nous sommes totalement bloqués. On peut rien faire pendant le sommeil paradoxal. On peut rien faire, on a juste les yeux qui bougent et la respiration. On est tétraplégique en quelque sorte. Et certaines personnes... Et pourquoi les yeux bougent-ils? Difficile de le dire, mais probablement parce que ça dérange pas. Et ce qui arrive à ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont plus le verrou qui nous paralyse normalement dans cette phase de sommeil, et elles vont extérioriser leurs rêves. Et à la différence des somnambules, c'est beaucoup plus long, et on voit des choses beaucoup plus bizarres, en particulier des personnes, d'abord beaucoup de combats, il y a énormément de bagarres la nuit, et c'est des personnes qui viennent consulter à cause de ça, parce qu'elles blessent leur conjoint d'un coup de poing dans le sommeil, ou qu'elles profèrent des injures, etc. C'est plaisant, ça. Ou tombent du lit. Alors elles ne vont pas marcher comme un somnambule, elles restent essentiellement dans le lit, ou plongeant en arrêtant un but dans leurs rêves vont prendre le... Vous dites que certains soulèvent la table de nuit. Certains, oui, absolument, ils peuvent attraper ce qu'ils trouvent autour. Alors ça va être, je rêve que je cueille des pommes et la femme cueille la tête de son mari dans son, dans son rêve. Ah oui, oui. Ils ont les yeux fermés et du coup ils ne sentent pas les Faut pas qu'elle aille aux asperges. Bah oui. Oh là là. Ah non. Ça, c'est terrible. Ni aux noix. Alors, Eric Emmanuel Schmitt nous avait confié un cauchemar de jeunesse très, très physiologique. Et pendant toute mon adolescence, je rêvais que je sortais une crotte de nez de mon nez et qu'en fait derrière il y avait tout un fil et je me vidais de Le faites pas ici, hein. Ouais. On va faire des gestes. Et je me vidais de
toute substance. Toute substance intérieure pour n'être plus qu'une enveloppe vide. Et en fait, je crois que c'était une métaphore du fait que je ne m'aimais pas et que je pensais que j'étais totalement Peut-être mauvais. la peur de faire une boulette. Ou pourri. C'est révélateur quand même, ça. Non, mais les rêves, contrairement à ce qu'on peut penser, peuvent être extrêmement ordinaires. On a quelqu'un qui mange sa soupe dans son sommeil, par exemple, qu'on voit très bien en vidéo, un autre qui fume. Mais comment vous voyez en vidéo? Eh bien, ceux qui ne sont pas paralysés dans le sommeil font les paradoxal. gestes. Donc, on fait des vidéos infrarouges. Et Ah, mais on attendez, toute une ça- banque des comportements nocturnes. Ça va des plus paroles loin nocturnes. que ça. Vous dites qu'il y en a qui mangent en dormant. Oui. Alors qu'ils mangent en dormant fictivement, hein, puisqu'ils ont le Et geste puis avec d'autres la qui cuillère. ont un trouble alimentaire. Et d'autres qui sont une forme de somnambulisme qui est tournée vers la nourriture et qui vont donc chercher Mais des qui choses dans mangent le frigo. n'importe quoi. Alors ils sont confus comme un somnambule, donc ils peuvent manger des sandwichs au tabac ou croquer dans un steak congelé. Donc vous voyez la raison de consulter. Ah dans oui, ce cas-là. attendez, docteur, vous ne voyez pas d'image? Mais il filme le gars en train de dormir. Si, parce que- Ah oui, bah, comment vous savez que c'est de la soupe qui mange? Ils en déduisent. Ah bah, après on le réveille et on a le récit et le récit correspond Le à mec ce leur qu'on en a propose. vu. Ah oui, oui. Ça Tu veux dépend. pas une petite assiette de soupe avec moi? Tiens, on va faire Chabreau Quand on ensemble. le réveille, tu il vois. dit pas laisse-moi manger ma soupe tranquille, non? Et il y en a qui boivent la nuit. Ah Il y en oui. a qui boivent, on voit des petites, enfin, l'équivalent de tasses de café. Ah, de- mais, ah, Non, oui. je parle de boire, moi. Non, il parle de café, c'est pas boire pour lui. Pas de consultation personnelle, on a dit. Oui, c'est vrai. À quelles conditions les malentendants et les non-voyants peuvent-ils, durant leur sommeil, surmonter leur handicap? Alors, c'est vrai que les rêves des aveugles intéressent beaucoup les scientifiques depuis longtemps. Ça se permet de savoir qu'est-ce qu'on met dans nos rêves. Et donc, on a longtemps dit que si on perdait la vue après l'âge de 3 ans, on continuait à garder des images de 0 à 3 ans dans nos rêves, enfin, dans les personnes aveugles. Et on s'est aperçu récemment que même ceux qui n'ont jamais vu décrivent des images. Alors, on les a pas cru au début. On a dit, bah non, je vais voir mon frère, ça veut dire je vais le rencontrer. C'est pas qu'on le voit. Et puis finalement, un de nos collègues a eu l'idée de leur faire dessiner leurs rêves et ils ont dessiné des choses. Mais plus, non pas comme on les voit avec les yeux, mais comme on les sentirait avec les doigts et comme on reconstituerait une image mentale à partir de ce qu'on sent avec les doigts. Donc vous voyez le travail du cerveau pour refaire une sorte d'imagerie en 3D à partir d'éléments qu'il n'a récupérés que par ses doigts. On a la même chose avec les sourds et les malentendus et puis avec les personnes paralysées des jambes. Et avec les amputés. Et avec les amputés. Les amputés sont entiers. Vous savez qu'on a une image de notre corps mental et eux sont entiers en rêve. Et les amputés marchent, courent, dansent. Et les amputés, les personnes paraplégiques marchent, courent et dansent, même celles qui sont paraplégiques de naissance. Ce qui nous fait penser qu'ils sont capables de nous voir, nous, marcher et de se mettre à notre place dans leurs rêves. Ce qui est extrêmement intéressant sur la façon de travailler du cerveau et de se mettre à la place de l'autre. Alors, cette étude permet d'en savoir davantage sur le cerveau dont tout le monde prétend qu'on connaît qu'à 90% ses possibilités. Ou à 10%, vous voulez dire plutôt. Oui, qu'à 10% ses possibilités. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur le pourcentage. Oh, je pense qu'il y a encore une immense... c'est un domaine fantastique, mais ce domaine de la nuit n'était pas trop exploré dans la mesure où il échappe aux médecins et aux scientifiques. Ça se passe pas à côté d'eux. C'est pour ça qu'on a créé ces fameux laboratoires de sommeil où on met le dormeur avec des caméras, des capteurs de partout, et où on découvre un monde nocturne de gens qui parlent, qui rient dans leur sommeil. Alors, ils parlent pendant leur sommeil. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est un trouble organique? Non, tout le monde parle en dormant, vous inquiétez pas. Après, quand c'est vraiment des grandes conversations, c'est souvent des formes mineures de somnambulisme, et quand c'est des injures, des choses comme ça, plutôt des formes de troubles Et du vous sommeil avez paradoxal. étudié aussi le cas des conférenciers qui parlent pendant le sommeil des autres? Pourquoi les parkinsoniens sont-ils en meilleure santé lorsqu'ils rêvent? Alors c'est un point particulier. Les parkinsoniens n'ont plus, une partie d'entre eux n'ont plus ce verrou qui nous paralyse en sommeil paradoxal. Ils extériorisent leurs rêves. Et notre grande surprise a été de voir que quand ils extériorisaient leurs rêves, ils n'étaient plus parkinsoniens. C'est d'abord une patiente qui nous l'a raconté. Enfin, elle nous a parlé de son époux qui combattait des caïmans dans son sommeil et qui s'était emparé de la table de nuit en chaîne et qui la brandissait au-dessus du lit en criant « il y a des caïmans, il y a des caïmans ». Ce qui était surprenant quand on voyait monsieur, c'est que monsieur était complètement perclus de sa maladie, il n'arrivait pas à parler et pendant son rêve en acte, il était redevenu normal. Petit à petit, on a exploré ça sur une centaine de patients. On a toujours trouvé la même chose. Ceux qui n'arrivent plus à parler en éveil arrivent à parler dans leur sommeil. Ce qui fait penser qu'il y a un système cérébral alternatif qui restaure les mouvements chez eux. Et donc Enfin, celui-là, il travaillait chez Lacoste, hein, je crois.
Allez bien, oui. Ah, Pourquoi les moines cloîtrés font-ils plus de cauchemars que les autres? Alors, les moines cloîtrés qu'on a été étudiés nous intéressaient parce qu'ils dorment d'une manière très particulière, ils dorment en 2 morceaux. C'est-à-dire qu'ils font 19h minuit, la messe des matines, et ils reprennent à 3h du matin. Et pour des spécialistes du sommeil, des personnes qui sont adaptées à un rythme comme ça pendant 30-40 ans, on voulait savoir comment fonctionnait leur horloge. Et au passage, parce que c'était des gens intéressants à interviewer, ils nous ont rapporté aussi leurs rêves, et ils ont beaucoup, quand ils se rendorment après les matines, des cauchemars diaboliques, des visions à l'endormissement de diable, Satan. de choses Oui, méchantes. Alors ils y croient vraiment, de diablesse. De diablesse, Satan l'habite et tout. Oh là là. Alors, Et vous avez l'air de dire que l'heure à laquelle on s'endort peut influencer absolument. le sommeil. À 3h ou 4h du matin, on rentre très très vite dans le sommeil paradoxal, où là, vous pouvez même rentrer tellement vite que les images apparaissent presque en plein éveil, ce qu'on appelle des hallucinations d'endormissement, et ce qu'ils avaient beaucoup. Voilà. Après, c'est des personnes qui dorment pas assez, clairement. C'est dangereux de dormir par tranche de sommeil, vous voyez. Alors, 2 heures par-ci, 1 heure par-là. Ce que font les marins solitaires, par exemple. Ce que font les marins, ce que font les bébés. Les bébés fonctionnent comme ça, et je dirais que tant qu'il y a la quantité, c'est pas trop dangereux. Les moines, finalement, vivent centenaires avec un système de sommeil en morceaux, comme ça. Ils n'ont pas trop de soucis non plus. Non, ils n'ont pas trop de boulot non plus. Il y a la vie intérieure, quand même, qui est riche. Ils risquent pas de se faire écraser par l'autobus. C'est vrai. Ou une vrai, cloche bon, mal vissée qui te tombe sur la goule. À part les insomniaques, vous savez qu'il y a une forme d'insomnie où les personnes s'endorment facilement, mais se réveillent au milieu de la nuit et n'arrivent pas à se rendormir pendant 2-3 heures. Ah oui. Et ensuite, ils trouvent le sommeil qu'au petit matin, au moment de se réveiller. Ah oui. Et donc, on peut les rassurer s'ils ont la quantité. En tout cas, ils peuvent utiliser ce milieu de la nuit. Enfin, on a plus ou moins conscience d'une insomnie. Parfois, on a l'impression qu'on dort pas du tout, et c'est pas exact. Oui, en réalité, on dort quand même, oui. Et c'est pas le cas. Alors, bon, on enregistre certes du sommeil, mais il y a des personnes qui ne perdent pas totalement conscience en dormant. On a parlé des rêveurs lucides tout à l'heure, mais il y a aussi des personnes qui continuent à se sentir penser alors qu'ils dorment, ce qui est très désagréable. Ils ont l'impression de se réveiller épuisés, d'avoir pensé toute la nuit, rêvé toute la nuit. Ça m'arrive souvent. Ça. Ah oui, oui. C'est pas le cas de tout le monde. Et alors l'hypnose, Alors l'hypnose n'est pas du sommeil, c'est un état de veille particulier qui nous intéresse en particulier pour traiter les somnambules. On y arrive beaucoup mieux à les traiter. Et vous êtes capable, vous, de pratiquer l'hypnose? Oui, j'ai fait le diplôme. Il y a un diplôme médical. Pour tiens. Hypnotisez-le, lui. Après, on va faire, oh, il fait chaud, il faut enlever la veste. Question, docteur Mabille. De Madame Royer d'Honfleur. Comment s'appelle le comportement d'une femme que l'insatisfaction entraîne à des rêveries? Le bovarisme. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. De Monsieur Maury de Toulouse. C'est pas un nom scientifique. Qu'est-ce que le dé... C'en est devenu un. Comme la gérontologie. Oui. Bon, à l'origine, c'est un personnage de Molière. C'est devenu une spécialité scientifique. Premier auteur. Qu'est-ce que le délit de substitution de Monsieur Maury de Toulouse? C'est aller dans le lit de Monsieur Durand et de faire l'amour avec Madame Durand sans que Monsieur Durand soit au courant et que Madame Durand pense que c'est Monsieur Durand. C'est pas tout à fait ça. Ah ben c'est pas loin, mais c'est j'ai illustré. C'est se on... mettre à la place du mari. C'est Monsieur Dupont qui est dans le lit de Madame Durand et Madame Durand croit que c'est Monsieur Durand. Voilà. Oui, ah ben si, c'est une bonne réponse. C'est ça. Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. non. Oh, il est chiche pour donner les bonnes Madame réponses. Bresson de Pierrefonds, qu'est-ce qu'une hallucination spéculaire? Ah ben c'est quand on observe la dame qui a en gynécologie, elle a les jambes écartées sur les étriers. Ça n'a rien à voir avec le spéculum. Non. Docteur, vous devez le savoir. Spéculaire. C'est de se voir soi-même. C'est de se voir soi-même. En rêve, sans miroir, bien sûr. Ah oui. Alors, en rêve, on peut sortir de son corps. On a aussi beaucoup d'hallucinations chez nos patients à l'endormissement. Oui, ils flottent au-dessus d'eux. C'est le film L'Exorciste, finalement. Ils se voient eux-mêmes en dessous, leur corps immobile. On a des crises d'épilepsie qui donnent ça, des narcolepsies qui donnent ça. Ah oui. Donc un phénomène dont on commence à connaître le mécanisme cérébral. Ah, nous allons faire éclairer notre lanterne sur un sujet totalement différent, mais qui peut intéresser les automobilistes. C'est la maladie qui frappe les platanes. Bonjour Jean-Marie Pelt. Bonjour. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle alors que les platanes soient menacés par cette maladie qui souvent est mortelle pour eux? C'est une mauvaise nouvelle. Les platanes, vous savez, que nous voyons partout,
ce sont les fruits des amours illicites entre un platane originaire d'Amérique du Nord et un platane originaire de la Turquie d'Istanbul. Ils se sont retrouvés un jour dans un jardin botanique anglais. Ils ont fait un fils illégitime qui est un platane hybride par conséquent, et c'est ce platane qu'on voit partout. Alors il est arrivé ceci, c'est que on a, avec les GI, quand ils sont arrivés en France pour le débarquement en Provence, que leurs armements et leurs munitions étaient dans des caisses en bois de platane. Et c'était du platane américain, naturellement. Et ce platane était contaminé par un petit champignon particulièrement... Il n'y a pas de remède. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de remèdes, sinon à remplacer les platanes, évidemment, par d'autres arbres. C'est ce qu'on fait actuellement au canal du Midi. On a essayé de faire des piqûres aux platanes pour injecter un antifongique, mais ça marche pas très bien parce que dans un corps animal, les liquides circulent partout. Dans un corps végétal, c'est beaucoup plus épais, c'est plus opaque, c'est plus dense, et les produits qu'on injecte ne se répartissent pas dans toute la plante. Donc c'est ça la grande difficulté. Les Marseillais savent que le Prado actuellement est habité par des mycocouliers qui sont des arbres de Provence, parce qu'il y avait des platanes et qu'ils ont tous crevé. Et j'avais été expert dans cette affaire il y a quelques années, et j'avais donné mon avis. J'ai dit il faut changer les platanes en mettant des mycocouliers, et voilà. Bon, alors il faut attendre la suite des événements. Cela dit, on a souvent accusé le platane de se jeter sur d'innocents automobilistes qui passaient trop près d'eux, hein. Oui, bien sûr. Alors c'est ce qu'on lui a reproché. Vous savez, ces platanes ne sont pas très anciens. Ils sont guère plus anciens que les voitures, en fait, parce que c'est sous Napoléon III qu'on a planté des platanes partout et dans le Midi en particulier. Alors il faut faire de l'ombre aux pèlerins, hein. Oui, oui, il faut mettre des glissières pour éviter les rencontres désastreuses entre les voitures et les platanes, naturellement. Merci Jean-Marie Pelt, merci. De Madame Royer de Honfleur, dans l'Antiquité grecque, à quoi était destiné le remède magique appelé Népenthès? À faire rêver. Pas vraiment. Ah non, je ne connais pas. Vous savez pas, docteur? Népenthès. À interpréter les songes. À provoquer des hallucinations. Non. À prédire l'avenir. Non. À endormir. Non. Attends. Népenthès. On dit Népenthès ou Népenthe, Philippe? Écoutez, vous évoquez l'Antiquité grecque. Donc, là. j'ai Les tendance à Népenthès, c'est plutôt latin, hein. Mais enfin, bon, je sais pas. Népenthe. Ça a à voir avec la religion? Non. Avec la victoire? Avec la guerre? Non, pas la guerre. La victoire de Népenthe? Avec les Jeux olympiques? Non, pas les Jeux olympiques non plus. Est-ce que c'est un produit? C'est un produit. Oui, bah forcément, c'est un puisque remède on l'a magique, un remède, donc il y a sûrement un remède. Il y a sûrement un petit produit là-dessous. Ah bah pour. Oh, dis donc, sois poli, tu vas te calmer. Ah oui, pardon. C'est un produit pour éviter les cauchemars. Pas vraiment, non. Pour rêver des dieux, pour prédire l'avenir, pour faire des rêves prémonitoires. Non, c'est pour bien dormir. C'est comme la tisane du soir, un truc comme ça. C'est pas la bolle de fleurs. C'est un petit émollient. C'est pour provoquer les rêves. Non, c'est pour s'endormir. Pas vraiment. C'est un petit somnifère léger bio. Le remède Est-ce qu'il y a quelque chose de religieux? Non, il n'y a rien de religieux, non. C'est pour les bébés? Pas les bébés, non. Les vieux? Non, pas les vieux. Les femmes? C'est pour lutter Pas les contre femmes, les craintes de la nuit. spécialement. C'est un relaxant. Pas vraiment, non. C'est pas un relaxant? Pour ne pas. C'est une sorte de relaxant, hein, Philippe, je peux dire ça sous votre contrôle? Ouais. C'est une sorte de... Bah oui, quand même. Oui, Et c'est en pilule? Quoi, c'est pour les bébêtes? Non, c'est pas en pilule, enfin j'en sais Non, mais rien. c'était sous l'Antiquité. C'était sous l'Antiquité. C'est une plante, c'est une plante. Madame Royer de Honfleur gagne 300 €. Le Népenthès. Ça servait à soigner la tristesse. Voilà. Eh oui. Un antidépresseur, on dirait. Et maintenant, Le dessert. pourquoi coller des timbres de Marianne sur le pénis de certains patients? C'est une très vieille technique d'urologie pour savoir s'ils ont une érection pendant le sommeil, sans aller dans un laboratoire de sommeil. Il faut prendre des timbres présentés de façon horizontale, les coller autour du pénis, et si le lendemain matin ils se sont déchirés, c'est qu'il y a eu une érection nocturne. C'est vous qui faites ça? Et après,
ça va comme une lettre à la poste. Il y a des beaux métiers quand même dans la vie. C'est pas mal. Est-ce qu'il existe des rêves prémonitoires? C'est un point qui est très discuté parce que tout le monde en a fait un une fois. Donc, vous dites des rêves préparatoires. Plus préparatoires, ceux qu'on a vus chez nos étudiants. Vous voyez tout ce que vous faites avant un événement stressant. Vous mettez en scène de façon difficile. Après, on rêve tellement de sa famille, de ses proches, souvent dans des conditions un petit peu perturbées, que de temps en temps, un de ces événements perturbants peut se passer dans la journée et nous rappeler le rêve. Vous voyez, c'est comme ça qu'on essaye d'interpréter a posteriori ces rêves très bizarres. Moi, j'ai rêvé que le bistrot était fermé, puis c'était vrai. Voilà. C'était la veille d'un jour de congé. Il y a des rêves à récurrence quotidienne? Oui, les plus courants, c'est vraiment de revivre sa vie habituelle, de converser avec des amis, marcher, etc. Quels sont vos rêves personnels? Alors, je m'en rappelle peu, mais c'est vrai qu'en travaillant un petit peu sur le rêve lucide, j'ai eu 3 ou 4 rêves lucides. C'est très agréable. Je voulais dire que c'était quelque chose de bien, si on peut arriver à être lucide. Oui. Et puis bon, pour nous, c'est un instrument de recherche fabuleux. Pensez qu'on peut améliorer la qualité de ces rêves? Le rêve lucide est beaucoup plus net. On voit le grain de la peau des personnes, et puis on est vraiment aux commandes. Alors aux commandes comme un bateau, c'est-à-dire qu'on maîtrise pas tout le rêve. Après, pour nous, scientifiques, c'est intéressant parce que le rêveur lucide peut nous donner un signal alors qu'il est paralysé, en sommeil paradoxal, un signal oculaire. On lui demande de balayer l'horizon de droite à gauche et on peut convenir avant qu'il ait dormi qu'à ce moment-là, il parte en courant ou qu'il plonge sous l'eau. Et nous, on peut enregistrer ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Donc c'est là, on est un petit peu dans la matrice du rêve et savoir si c'est la même région qui commande la course ou s'il se met à respirer très vite ou à avoir son cœur qui s'accélère. Alors, une de vos techniques consiste à filmer le sommeil d'un patient. Alors bon, j'imagine que vous laissez la caméra et puis que vous allez vous coucher. Oui, j'ai de très gentilles infirmières et infirmiers qui veillent la nuit à notre place. Comment vous les endormez? Une piqûre? Le plus naturellement possible. Mais comment vous les choisissez? Ils viennent nous voir, ils consultent, ce sont des malades. Ce sont des personnes qui ont des soucis. Au départ, ce sont oui, donc vous leur mettez les casques, les machins et trucs, puis ils s'endorment tout seuls. Ils s'endorment tout seuls. Mais alors, s'ils ont déjà une pathologie, ce sont peut-être pas de bons cobayes? Alors, chaque fois que vous étudiez une pathologie, il faut des gens normaux en face, donc on prend aussi des gens normaux pour voir si... Ouais, c'est baisé pour toi. Qu'est-ce qui est différent? Et à quels écueils se heurte l'étude des rêves? Principalement au biais de mémoire, vous savez, ça s'oublie extrêmement vite le matin. Oui. Alors il y a des gros rêveurs qui se rappellent très bien, et puis il y a la majorité des gens les oublient. En moyenne, c'est 2 rêves par semaine retenus, donc vous voyez. Il existe des non-rêveurs? Il existe des non-rêveurs. Alors des gens qui disent, moi j'ai jamais eu de rêve, même en les mettant en laboratoire de sommeil, en les réveillant dans les phases les plus propices au rêve, on a encore 0,35% de la population. Je croyais qu'on pouvait pas vivre si on ne rêvait pas. Oui. Alors en fait, ils rêvent. On sait qu'ils rêvent parce que certains d'entre eux nous font ces espèces de comportements où on voit des comportements de rêve chez eux et ils ne s'en rappellent pas, c'est tout. Vous savez, vous pouvez savoir que votre chien ou votre chat rêve simplement parce qu'il a des petits mouvements des pattes, des gémissements. Enfin, ça, eh bien, on a la même chose qui peut être évidemment amplifiée chez l'être humain. Donc, on peut savoir ça. Moi, je ne sais pas si mon chat rêve, mais je le devine. Il y a des courants électriques qui peuvent modifier le rêve? Oui, bon, déjà le cerveau produit de l'électricité, évidemment, pendant le sommeil, dont l'activité varie en fonction de ce qu'il fait. À la haute tension, là, tu rêves plus du tout, là. La chaise électrique. Tout récemment, Ursula Voss, qui travaille sur le rêve lucide en Allemagne, vient de publier un travail où elle stimule la région frontale à travers l'os pendant le sommeil, paradoxal, et elle réveille ses dormeurs 3 minutes après, et eux, ça les rend conscients de rêver. Donc ça fait évidemment rêver tout le monde puisque on veut développer ce type de machine, non seulement pour le plaisir de diriger les rêves, mais surtout pour arrêter les cauchemars chez les personnes. Et est-ce que les crabes qu'on appelle les dormeurs rêvent? Alors non, oui et non, il va pas nous le dire évidemment, mais on l'appelle dormeur. Tous les animaux ont une alternance d'activité et de repos. Alors chez ceux qui n'ont pas d'activité encéphalographique, on regarde simplement s'ils sont immobiles, si quand on les titille ils se réveillent pas vite, donc les huîtres, les crabes, etc. Parce que le requin ne dort jamais. Et alors tous les animaux dorment, ça a beaucoup été discuté pour certains oiseaux. Quand ils ont 2 cerveaux. Oui, alors les dauphins en particulier, qui ont le problème que quand ils dorment, ils tombent sous l'eau et donc ne pourraient plus respirer. On dort sous l'eau, ça vous rappelle des souvenirs? Oh, dites donc, parlez pas.
Et donc les canards font pareil, ils dorment d'un seul hémisphère et leur œil sorti de l'aile surveille les prédateurs. Donc il y a des adaptations du sommeil c'est pas bête, pour ça, oui. ne pas couler ou pour pouvoir survivre, puisque Les c'est chiens quand même un rêvent moment beaucoup. dangereux. Les chiens rêvent beaucoup, les chats sont les records actuels. La chienne, Il y a beaucoup de gens sommeil qui et- pensent que l'orientation du lit peut influer sur la qualité du sommeil, mais vous n'êtes pas de ceux-là. Hein. Oh bah non. Ça, c'est les adeptes Au nord, du, il faut mettre le les nez au nord. adeptes du feng La tête au shui. nord. J'ai entendu ça, moi. La tête au nord ou à Au l'est. nord. Oui, mais Documents ça, sur oui. ça. Non, faudrait vérifier. Voilà, c'est le principe des sciences. Faudrait vérifier. Bah, c'est vrai que madame, Faites- quand faites vous allez quatre dans un groupes. hôtel et que le lit n'est pas dans le sens habituel, on dort plus mal. Moi, je trouve qu'on dort plus mal. Alors à Parce partir que du t'es un gars difficile. Non. Mais dans le sens habituel, qu'est-ce que tu entends Bah, par le sens comme, habituel comme chez moi, quoi. Eh ben, t'as qu'à rester chez toi. Ah bah oui, mais parce que chez toi, c'est habituel. Non, mais Dors chez toi. Déjà, monsieur Entendre- Mabille, le fait de ne pas être couché avec la même femme que d'habitude, ça vous dépayse. hein. Et dès que ce soit pas dans la même chambre, et ni même dans le même immeuble, ni Non, même mais dans ça la vous même fait ville. ça, Philippe, l'histoire du lit, moi, ça me le fait. Donc, j'ai l'impression que ça joue quand même, non le sommeil, c'est un moment où on va s'abandonner, être très vulnérable. Donc se faire son nid, en quelque sorte, être dans un endroit sûr est très important. Un nid douillet. Un nid douillet. Donc quand vous changez, que vous allez à l'hôtel ou à l'hôpital, vous n'avez pas toutes vos habitudes, Ah bah, votre à l'hôpital, rituel et bah, une surtout moindre à l'hôpital. sécurité. À l'hôpital, c'est pas... Et vous vous réveillez la nuit, bon, chez vous, vous remettrez l'oreiller. Bon, à l'hôtel, vous avez, je suis pas chez moi, et le réveil va être plus long. Vous voyez cette importance de, et puis dormir dans le lit de quelqu'un. Ça a été fait avec des rats. Quand un rat arrive dans une cage où il y a déjà le nid d'un autre rat, il est sur ses gardes, il Ah oui, dort, ça, il il plaît dort pas. pas. Ah oui. Il a peur que l'autre vienne. Donc vous voyez Moi, quand je ce vais dans le besoin lit de de Bernard sécurité. Mabille, c'est vrai que ça m'inspire pas beaucoup. Non Oui, plus. mais t'as Ouais, beaucoup de quand place. on dort avec une souris qu'on connaît pas, nous. Ah là, on a peur que l'autre rat, il arrive, hein. Alors, il y a quand même les conditions du sommeil. Bon, si l'orientation du lit ne joue aucun rôle, il y a la température, il y a l'obscurité ou la lumière, il y a le volume de la pièce, il y a les appareils, par exemple la télévision. Oui, c'est vrai qu'on dort mieux à basse température, on le répète sans arrêt, 18-20 degrés dans la chambre, en sachant qu'on a quand même une couette. L'homme se fait un petit microclimat autour de son nez en mettant l'oreiller, le drap, etc., pour avoir toujours 27 degrés autour du nez. Pour pas voir la gueule de sa femme. Et puis, C'est vrai que l'homme a toujours quelque chose sur le nez dans le lit. Hein. l'homme en général. Et est-ce que c'est vrai qu'on a la trop- on a- présence sur la table de nuit d'un mobile ou le petit voyant de la télévision Il y a maintenant trop de choses. Les chambres sont devenues des espèces de capsules spatiales avec des milliers d'instruments. Des Il faut savoir ondes. que ces petites bêtes, là, les fameux smartphones qu'il y a sur les tables de nuit, sonnent très souvent la nuit. Nous qui filmons beaucoup, et les dormeurs n'en ont aucun souvenir le lendemain. Et il y a eu cette vibration ou et les gens envoient des SMS à toute heure. Enfin bon. Et donc j'insiste pour que les gens qui veulent bien dormir puissent mettre leur téléphone sur Qu'il le ferme, quoi. Sur le mode avion. Sur le mode avion, voilà, si pour jamais ils traverser veulent la avoir nuit. besoin Voilà. du réveil le matin. Pour traverser la nuit. Bon, les médecins qui sont obligés d'écouter la nuit puisqu'on peut être réveillé en urgence savent que le sommeil est beaucoup plus difficile. Dernière Ça peut citation. De madame Romer de Besançon, qui a dit « Pour être heureux, il faut beaucoup dormir et bien déféquer. » L'insomniaque et son cousin Germain, le constipé, sont les damnés de la terre. C'est vieux ça, non? Oh non, 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 non. Alors, c'est vraiment dans le style. Hein. Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh ben oui, mais c'est Perroni qui va raconter l'histoire de Madame Marmont de Nantes. Alors ça se passe dans un garage, au moment de payer, une jeune femme s'adresse au garagiste. Mince alors, et dire que j'ai pas d'argent sur moi. Si vous étiez plus jeune, je vous aurais bien proposé de vous payer en nature, si vous voyez ce que je veux dire. Elle lui fait un clin d'œil engageant. Et là, elle sait que je suis loin d'être un vieux crouton. Non, mais je vais vous montrer qui est vieux, moi. Allez hop, enlevez-moi votre robe et couchez-vous sur la table du bureau, là. La fille rigole, retire sa robe, regarde ensuite le garagiste retirer sa combinaison. Ah non de Dieu, le gars, il est monté comme un âne. Oh là 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 là. Ah, il commence à se faire un cinéma. Non seulement je vais avoir une réparation pour pas cher, mais en plus je vais me faire ramoner jusqu'à la moelle. Au moment où elle est en train de rêver au marteau pilon qui va bientôt la lamier,
Elle remarque que son étalon est en train de placer des rondelles à la base de son instrument. Et là, qu'est-ce que vous faites, lui demande la fille. Eh ben, répond l'homme, tu pensais pas tout de même que pour 100 € t'allais avoir droit à tout ça. Alors, excusez cette histoire un peu laisse, docteur, mais dans les salles de garde, on en entend d'autres. Alors, je vais vous remercier à plusieurs titres. D'abord, d'avoir joint la patience à la science, et vous avez droit au CAP, le certificat d'aptitude à la plaisanterie, décerné par les grosses têtes. Et ensuite, alors, plus sérieusement, parce que tout le monde a été passionné, nos remerciements pour avoir publié cette fenêtre sur les rêves qui nous a ouvert des horizons. Merci, bravo, à demain.